Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 78e clé qui s'intitule Matrice différentes réalités. Alors il s'agit du 8e volet, 8e chapitre, sachant que tous sont indépendants. Alors aujourd'hui on va plus se focaliser sur les nouvelles technologies et notamment sur la réalité virtuelle et au-delà sur tout ce qui est intelligence artificielle. Alors bien entendu, on va pas parler de télé-réalité, ça c'est évident, ça je laisse le soin pour ceux qui aiment ce genre de trucs. Alors, tout d'abord, débutons, j'ai eu la chance de visiter un tiers de la planète, 66 pays dans le monde, et j'ai donc, bien entendu, pris énormément l'avion. Alors, pas tant depuis la pandémie, depuis 3 ans, mais bien avant, j'ai pris l'avion quasiment plusieurs fois par semaine, et ça dans le cadre de mon travail, dans l'obligation, etc., etc. Alors, je dois vous avouer, malgré tout, bien que j'ai pris des centaines et des centaines de fois l'avion, j'ai énormément peur en avion. Alors, je ne suis pas non plus traumatisé, mais je ne suis pas confiant en avion. Ce n'est pas un moment nécessairement de plaisir. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que quand je regarde un réacteur, j'ai toujours douté en me disant comment un énorme sèche-cheveux peut soulever autant de tonnes et sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Alors, justement, c'est ça qui à la fois me fascine et m'interpelle en me disant comment personne ne doute à l'efficacité. Et à vrai dire, il y a très peu, entre guillemets, en proportionnalité, il y a très peu d'accidents aériens comparé à la voiture. Alors, bien entendu, ce que je veux vous dire par là, c'est que personne ne doute de cette technologie. Alors, faisons un petit jeu d'esprit. Imaginez que on remonte le temps et vous arriviez, ou plutôt on extrayiez une personne du XVIe siècle, notamment, je sais pas, François Ier ou Léonard de Vinci. Eh bien, ils penseraient de notre monde que c'est soit, donc il y a 500 ans, ou même on pourrait prendre cet exemple il y a 200 ans, ça marche aussi, que nous sommes soit fous ou que nous sommes des dieux. Alors, par exemple, celui-là en est un. On vole dans des oiseaux métalliques qui nous permettent d'effectuer des distances absolument impensables à l'époque. C'est-à-dire, vous faites Paris-Shanghai en 12 heures. À l'époque, à la période des routes de la soie, ça prenait quasiment entre 9 et 12 mois, donc quasiment un an. Et par voie maritime, c'était de l'ordre de plutôt 6 mois. Alors, ensuite, on parle dans des petites boîtes, sur lesquelles des gens sont à distance et nous entendent à plusieurs kilomètres, voire des centaines, des milliers de kilomètres. L'utilisation du portable. À l'époque, on envoyait des pigeons voyageurs, ça prenait des mois, et puis surtout, c'était pas très précis. On lui expliquerait qu'on peut voir à travers des caméras, des téléphones, des vidéos, donc du passé, en fait, en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut réactiver le passé à travers une vidéo. Et là, il buggerait complètement. Il se demanderait si on n'est pas des sorciers en quelque sorte. Alors, on sait en temps réel tout ce qui se passe en un fragment de seconde sur la planète. C'est-à-dire que il y a un fait divers, il y a une catastrophe, etc. Vous êtes quasiment informé en l'espace de quelques secondes à travers le réseau Internet. Bon, ça, même à mon époque, quand j'étais gamin, c'était pas avant la publication d'un journal. Bon, peut-être à la radio, bien entendu, c'était plus rapide, mais le journal, c'était une fois par jour et vous n'étiez pas bombardé comme ça au quotidien. Alors, à l'époque, la transmission de la connaissance, c'était à travers les troubadours, donc c'était de village en village. Ils informaient les autochtones, mais surtout la noblesse, parce que les autochtones, les paysans et d'autres, étaient pas trop informés de ce qui se passait. Alors, on lui expliquerait qu'on a accès à un monde qui n'est pas physique, donc pas tangible, pas palpable, et en gros, c'est comme un nuage, numérique d'informations, informationnelles sur lequel on échange au quotidien, on y passe des heures et des heures, et en gros, il se dirait, mais vous êtes soit fous ou vous êtes des magiciens, quoi. On lui expliquerait, par exemple, dans le monde occidental, bien entendu, on a en moyenne plus de 10 à 15, voire 20 tenues différentes. Bon, faut savoir que, alors là, il penserait qu'on est soit des rois ou des nobles très très riches, parce que faut savoir qu'à l'époque, un vêtement, des tenues, vous en aviez pas pléthore. Vous aviez, notamment les paysans, vous en aviez qu'un et c'est tout. Faut aller le raccommoder. Le fait de tisser, un métier à tisser et tout, c'était onéreux et ça prenait énormément de temps. Alors, on lui expliquerait qu'on a, dans le monde occidental, pour plus de 3 à 4 milliards d'individus, quand même plus, on a un frigo qui nous permet de manger à notre faim, et on a des victuailles qui sont
bien souvent au-delà de nos besoins et on serait considéré comme des nobles qui festoient au quotidien. Alors, on lui expliquerait qu'on peut, on a du chaud, on a du froid à volonté, que ce soit en hiver ou en été, grâce au chauffage, à la clim, etc. On lui expliquerait également qu'on peut prendre un bain ou une douche, quasiment, enfin, la plupart des gens prennent au moins une douche ou un bain par jour, hein, avec de l'eau chaude notamment, pas que de l'eau froide. Ça, c'est quelque chose qui les dérouterait un peu. On lui expliquerait que les progrès de la médecine ont fait que on ne meurt plus d'une rage de dents, on peut voir à l'intérieur de notre corps, de nos os, etc. avec la radiographie, tout ce qui est médecine, etc. On peut voir à l'échelle d'une fourmi en quelque sorte, dans nos cellules, etc. Je pense qu'il aurait du mal déjà à comprendre le concept. Alors, au-delà, on lui expliquerait que la mortalité infantile a largement baissé, c'est-à-dire qu'elle est dans le monde, elle est toujours trop grande bien entendu, mais elle est de l'ordre de 2,8% ou 0,28 pour 1000, 2,8% et par exemple en France, elle est de 0,3%, 3 pour 1000. Bon, faut savoir qu'à l'époque, encore en 17e siècle, donc il y a 300 ans même jusqu'à 200 ans, la mortalité infantile, accrochez-vous bien, en Europe était de 25%. 25%. Un enfant sur 4 ne voyait pas son âge, n'allait pas jusqu'à 1 an. Et un enfant sur 2, donc la moitié, n'allait pas jusqu'à ses 18 ans. C'est juste hallucinant. Et c'était un tiers des enfants, des nourrissons qui mouraient avant 1 an, à l'époque justement du 15e siècle, de la Renaissance. Voilà, donc posez-vous, on va faire un petit exercice, posez-vous, alors aujourd'hui, là présentement, ou dans l'absolu, essayez de prenez cette habitude de vous émerveiller, ou tout au moins, déjà de considérer ce qu'est le progrès dans la prouesse. Alors, dans la technologie, je pense notamment à un GPS. Bon, ceux qui sont de ma génération, même avant, se souviennent probablement des engueulades interminables quand on partait en vacances avec l'histoire de la carte qu'on mettait à l'envers, ah t'as pas vu la sortie, etc. Le GPS, mais c'est juste magique. Imaginez le concept, on a envoyé une sonde qui ne tombe pas, et qui arrive à capter où vous êtes avec des capteurs, où vous êtes sur la route, en temps réel, elle reparamètre votre itinéraire et vous indique en temps réel, allez à gauche, allez à droite, elle voit le tremplin et on a cartographié l'intégralité, enfin du territoire, peut-être pas tous non plus, et elle vous oriente. C'est juste phénoménal, c'est juste incroyable quand on y pense. Un autre, c'est juste Internet. Internet, excusez-moi, mais vous arrivez à avoir accès au monde entier. Le monde peut s'échanger. C'est quand même un miracle, pour le meilleur ou pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Déjà dans la prouesse en tant que telle, bon, ce sont des câbles, et à terme ça va être plus des ondes. Bon, ça c'est encore un autre sujet, un autre débat, parce que faut voir comment elles sont, si elles nous impactent pas négativement, elles sont pas nocives, comme les micro-ondes de notre four micro-ondes, pour ceux qui en ont. Le téléphone, c'est pareil, c'est une prouesse extraordinaire. Avant, on avait le Morse, et le Morse, c'était quand même pas trop, fallait avoir une codification, et tout le monde n'en avait pas, etc., etc. La voiture, excusez-moi, mais c'est quand même une prouesse. Avant, vous avez les chevaux. La voiture, bon, ça va quand même ultra vite, c'est quand même sécurisé malgré tout, vous avez les freins, etc. Je veux dire, la construction d'une bagnole, c'est quand même impressionnant, quelque part. Mais en fait, on peut s'émerveiller de tout ça sur un ordinateur. Toute la technologie, mais même au-delà, une simple calculatrice. Elle va beaucoup plus vite que vous dans le calcul mental, à part certains génies, mais en général, c'est quand même une prouesse remarquable. Je sais pas, une imprimante. Alors, vous allez me dire, oui, une imprimante, sinon, on est obligé de recopier. Genre Gutenberg, qui a créé la première imprimerie, mais c'est une révolution en soi. Pourquoi? Parce que ça a permis la divulgation de la connaissance. Internet a été aussi l'objet de ça. On peut dire qu'il y a la révolution industrielle, la première en 1850, la deuxième en 1870, donc 1850 c'est la vapeur, ensuite c'est 1870, donc les premières industries, ensuite c'est l'électricité, et on va dire que la troisième révolution industrielle, c'est Internet. Le monde s'échange, le monde devient un village, et au-delà, la quatrième, ce sera tout ce qui est la virtualité, le métavers, etc., etc. Et on verra qu'il y a aussi, évidemment, plein de travers, comme il y en a plein aussi dans l'Internet, mais comme tout est une dualité, il y a toujours un effet de couteau à double tranchant, ça peut ôter la vie, comme ça peut vous aider et vous améliorer votre quotidien. Alors, un ascenseur, je dois vous avouer que pour avoir vécu en Chine,
La plupart des bâtiments font 30 étages. Je me souviens, dans les premiers, moi j'habitais au 26e étage. Le deuxième, je crois que j'étais, je sais plus, mais enfin bon bref, j'étais assez haut. Bon, il y a une panne d'électricité. Vous tapez 26 étages, je peux vous jurer que vous le faites une fois. Vous le faites pas tous les jours, surtout avec des charges ou des courses ou autres. L'électricité, ok, on appuie sur un bouton et on a de la lumière. On a de la lumière au-delà de, je sais pas, en hiver quand il fait nuit à 5 heures, on n'est plus à la bougie et on n'est pas décrété à ne plus rien faire. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire, c'est le chauffage, la clim, oui, c'est pas qu'un luxe. Hein. Je veux dire, quand vous pelez, alors pour avoir vécu à Shanghai, en hiver il fait relativement froid, il fait très humide, et en été c'est des températures hallucinantes. C'est-à-dire une taux d'humidité extraordinairement élevé, et il fait jusqu'à, on a eu des pics à 42 degrés avec des ressentis jusqu'à 53 degrés. Vous imaginez ce que c'est 53 degrés? En plus, c'est humide, donc c'est comme dans un hammam. Donc, si vous n'avez pas la clim, il y a personne dans les rues quand c'est comme ça. Hein. C'est pire que la pandémie. Eh bien, je me disais tout le temps, alors évidemment la pollution, le tarmac, etc. a fait que ça a augmenté ce phénomène, mais je me suis toujours dit, putain, mais les pauvres à l'époque, ou même ceux qui ont émigré à l'époque au Canada, se taper des moins 30 degrés, avec un pauvre poêle de cheminée, etc. C'est incroyable. Après aussi, on est moins résistant. Moi, je me souviens dans une discussion avec un ami de mon père, qui est assez âgé, je sais pas, il a 85 ans, un truc comme ça. Et il me disait, ça c'était mes grands-parents qui disaient la même chose, ils avaient l'habitude d'avoir en gros le pot de chambre qui gelait en hiver quand il faisait des moins 10, moins 15 dans l'est de la France. Et en gros, en fait, il dit, moi en fait maintenant, je sais pas, je suis pas frileux, je mets pas le chauffage nécessairement à 20 degrés. En hiver, j'ai besoin d'une petite veste pour sortir et je suis pas comme nous en mitouflé, moi je ne supporte pas le froid par exemple. Bon bref, donc ça c'est pas négligeable, c'est quand même extraordinaire. On vit une période à ce niveau-là extraordinaire. Alors vous allez me dire, oui, il fait la sacralisation de la technologie, du progrès, etc. Alors on va voir déjà définir ce qu'est le progrès, le remettre dans un contexte, et deux, non, je fais pas l'apologie, je me rends compte quand même, je suis dans la gratitude matérielle, en effet, à certains égards, en me disant, c'est pas une finalité, mais en me disant, oui, c'est un confort de vie, c'est quand même agréable, hein, juste pour... Alors, la preuve en est, ça c'est quelque chose que je me figure depuis que je suis ado, mais imaginez, il y a un tremblement de terre, et tout est annihilé, vous n'avez absolument plus rien, vous êtes tout seul, d'accord? Donc, vous oubliez tout ce dont, vous perdez tout ça du jour au lendemain. Alors, ceux qui disent j'aime pas les gens, plus j'aime mon chien, plus j'aime plus je connais l'humain et plus j'aime mon chien, ou je veux vivre tout seul sur une île déserte, etc. Et vous repartez de zéro, sachez que une île déserte, vous ne survivez pas très longtemps. Hein. Robinson Crusoe, comment vous recréez une table, comment vous recréez des outils, de zéro, hein, je parle. Que dalle, vous n'avez rien et vous n'allez pas survivre longtemps. Vous allez devoir apprendre à réapprovisionner le feu, hein, comment le constituer, vous allez taper les silex, etc. Bon, vous avez vu ça dans les films, mais ou à l'école, à la préhistoire, mais il va falloir s'y remettre. Au-delà, faut accéder à l'eau potable. Comment vous faites pour les évacuations? L'eau de mer, vous la transformez comment pour la désaliniser, ou l'eau de source, etc. Pour l'acheminer, pour faire vos besoins à proximité où vous avez envie d'uriner ou de d'aller à la selle. Vous allez aller à 1 km ou à 500 mètres de chez vous. Non, si vous avez une urgence, vous n'allez pas faire à côté de chez vous. Sinon, les odeurs pestilentielles, les moustiques, les maladies, etc., etc. Ça va vite tourner au cauchemar l'histoire. Comment vous allez faire aussi pour construire un habitat chaud ou plutôt ombragé, frais en été, si tant est que c'est pas trop tempéré. Du même ordre que comment vous allez faire pour la sécurité par rapport aux animaux, etc., etc. Va falloir construire un truc solide. Hein. Au-delà, comment vous faites pour vous guérir? Hein, vous n'avez pas de médicaments, vous n'avez rien, alors vous allez me dire oui, mais on peut utiliser les plantes. Vous les connaissez les plantes? Moi, je suis en train d'étudier actuellement tout ce qui est botanique et justement comment se soigner. Je peux vous jurer que je suis loin d'être autonome encore. Hein. Et si vous me mettez là, je suis pas tout à fait sûr. J'ai un mal de tête, pardon. Je suis pas sûr de pouvoir le résorber tout de suite. Du même ordre, vous allez forcément dans le manque d'hygiène, vous allez forcément avoir des bactéries, vous allez bouffer des trucs pas très variés, donc forcément vous allez être plus frêle. Vous allez tendance à avoir des maux de ventre, etc., des diarrhées. Donc
je vous laisse imaginer comment ça pourrait être. L'hygiène de vie, hein, dans l'absolu, l'eau potable, l'eau courante, l'eau potable. Hein, déjà, vous n'allez pas boire dans une flaque d'eau, bien entendu. Se laver les dents, ça semble évident. Se laver les dents, vous faites comment? Juste comme ça? Alors, vous allez me dire, vous allez avoir moins de sucre raffiné, etc. Certes, mais faut savoir qu'à l'époque, on mourait d'une rage de dents. Il y avait les gens avaient des chicots, c'était immonde. On se lavait pas les dents. Il n'y avait pas de quoi à l'époque. Donc alors oui, certaines civilisations avec des bâtons, etc. Mais bon, c'était pas aussi précis qu'aujourd'hui. Encore une fois, j'insiste, on mourrait d'une rage de dents. Pour m'être projeté justement énormément dans le passé, un dentiste, il vous arrachait, c'était mentir comme un arracheur de dents, ça va faire mal, non, paf, vous aviez le truc, je me suis fait dégager les molaires pour avoir un appareil dentaire quand j'étais gamin, vous dégustez, et pourtant c'est anesthésié totalement, hein. Vous avez l'impression que la mâchoire elle est détruite, quoi. Donc bref, et donc ça c'est pas c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas un acquis en quelque sorte, ça peut disparaître du jour au lendemain. Oui, ça peut disparaître. Et des cataclysmes, etc. Et en 2 secondes, c'est réglé. Hein. En 1789, il y a 200 ans, on a fait le bicentenaire de la Révolution en 89, quand j'avais 9 ans à l'époque. Il y a 200 ans, j'insiste, l'espérance de vie en France, dans le pays des droits de l'homme, du progrès, qui était le pays numéro 1 au monde, eh bien, l'espérance de vie était entre 25 ans et 30 ans. 25 ans et 28 ans. Ok, la mortalité infantile a fait que c'était ça faisait baisser la moyenne, je suis d'accord avec vous, mais en gros, moi j'aurais été vieux, 43 ans, j'aurais été parmi les vieillards. Alors, il y en avait peut-être qui avaient 60 balais, il fallait voir à quoi ils ressemblaient, parce que forcément, vous n'aviez pas les petites crèmes, les trucs, dès que vous avez un coup de soleil, vous brûlez, etc. Enfin, sans cesse dans les champs, donc forcément vous étiez physiquement vous aviez pas une bonne alimentation, vous étiez dans des travaux difficiles. Alors Einstein disait justement une chose très importante, c'est pour ça que quand on dit on est tous un et on a besoin des autres, je suis désolé de le répéter, mais je suis assis sur les épaules d'un géant, parce qu'il disait tout le temps comment vous avez connu autant de choses aussi vite, etc. Il disait mais en fait j'ai capitalisé avec tout ce que m'a rapporté le patrimoine mondial de l'humanité. Quand vous naissez, vous ne partez pas de zéro, vous ne partez pas d'une feuille blanche sur une île déserte. Hein, vous capitalisez avec tout ce qui a été déjà fait, avec les prouesses du passé, etc., les lois, tous ces gens qui se sont battus pour certaines choses, liberté et autres. Alors, c'est quoi le progrès concrètement? Eh bien, c'est quoi le progrès? C'est qui le progrès, hein? Qui est à l'initiative de tout ce qu'on a au quotidien. C'est qui le progrès? C'est le système, c'est Monsieur Progrès, c'est Monsieur Système, c'est la société, c'est Madame Société, c'est la technologie, c'est notre connexion en fait. C'est l'ensemble mondial de l'humanité, c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Bon, certains ont plus travaillé, apporté que d'autres. D'accord, mais qui en est responsable concrètement? Est-ce que tout ça c'est réel? Concrètement, est-ce que c'est pas le fruit de connaissance de quelque chose qui n'est pas palpable pour nous individuellement? Qui le gère? C'est le concepteur, c'est celui qui est le chercheur, c'est le concepteur, c'est l'ingénieur, c'est l'ouvrier, c'est le maître d'œuvre, c'est la supply chain, comme on dit dans le système de production, jusqu'au consommateur. Enfin, c'est tous les acteurs, en fait, c'est tous les boulons de la chaîne, en quelque sorte. Nous sommes tous consommateurs, nous sommes tous co-créateurs également. Encore une fois. Alors, ce système, en quelque sorte, c'est une sorte de Frankenstein. Le système mondial, dans l'absolu, toute notre illusion sociétale, etc., que ce soit dans le progrès et autres, c'est un Frankenstein. C'est un Frankenstein, c'est une créature qui a été créée par l'humain, certes, mais qui est, qui est d'une certaine manière en roue libre, on le verra sur certains aspects, et notamment lesquels, mais et c'est surtout, en fait, que pour le meilleur et pour le pire. C'est comme un couteau, toujours à double tranchant, il peut ôter la vie ou vous aider à vivre. Alors, c'est quoi le progrès? Eh bien, à titre personnel, moi je donnerais cette définition, théorique bien entendu, qui n'est pas véritablement la réalité, c'est une amélioration des conditions de vie individuelles et collectives, d'accord? Ça le progrès, quand on progresse, respectueuse du genre humain et de la nature, dans un intérêt commun, comme et sans l'aliéner. Et on va dire qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est plutôt, déjà, c'est pas respectueux de la nature la plupart du temps, c'est pas éco-friendly, etc., etc. Enfin, je veux dire, je vais pas vous donner plein d'exemples, je pense que vous les connaissez. Ce n'est pas le cas. Et je pense que dans ce nouveau paradigme, il va falloir revenir, considérer, se poser la question existentielle, est-ce que ça fait sens ou pas? Est-ce que c'est respectueux? Tout ça, c'est dépeint dans la nouvelle civilisation que j'ai écrite dans Sage Passage. Alors, l'ouvrage gratuit.
Alors, je suis pas en train de vous faire un culte du progrès, je suis juste en train de vous dire que je ne suis pas matérialiste en soi, je pense que vous avez bien compris que je n'étais pas à fond dans les technologies, etc. J'en ai rien à foutre d'avoir le dernier smartphone et autres. Mais bon, faut quand même dire que ça permet de faire plein de belles choses quand même. Hein. Faut quand même regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide sans arrêt. Alors, c'est un confort. C'est un confort, le progrès, il faut dire les choses. Je me répète, mais l'espérance de vie a plus que été multipliée par 3 et demi, on va dire. Bon, tout ce qui est le droit à ne plus souffrir. Je veux dire, à l'époque, systématiquement, vous finissiez votre vie en souffrant le martyre. D'accord? Je veux dire, rien qu'une rage dedans. Donc, vous cassiez la jambe ou autre, vous étiez opéré, mais c'était atroce, Bon, donc du coup, après, évidemment, donc tout ce qui est anesthésie, les vaccins, tout ça, ça a permis qu'on évite de mourir pour entre guillemets des épidémies à l'époque qui décimaient des populations. Bon bah maintenant, heureusement qu'il y a eu un progrès par rapport à ça. Bon, après on peut aussi déplorer certaines dérives, notamment dans le système consumériste et en gros de marché de renouvellement de la médecine. Alors beaucoup moins en France, hein, je dois vous l'avouer. Si vous lisez Baraka casser les baraques, il y a un moment, il y a un pamphlet qui décrit la société chinoise, écrit en 2011, soi-disant, enfin repris d'un blog sous anonymat. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit? Non, je l'ai recopié, hein, c'est pas moi. Bon bref, dépeignant en fait une société, enfin une médecine chinoise qui n'est plus du tout traditionnelle comme était à l'époque la philosophie, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait un médecin, il était responsable d'un domaine, de gens, et son but c'était de veiller à ce qu'il ne tombe pas malade. Et il n'était pas payé si jamais les gens tombaient malades. Vous imaginez un peu. Et aujourd'hui, eh bien, en Chine, comme, enfin, je suis pas la Chine quand je dis ça, c'est plutôt le monde anglo-saxon, c'est-à-dire c'est à l'américaine, c'est comme le monde anglo-saxon. Vous arrivez, vous avez une grosse banque d'assurance. Alors moi, elle me coûte 10 000 euros par an, hein, vous imaginez, par individu. Hein, c'est quand même donc la Sécu, c'est quand même sympa quand on l'a en France. Eh bien, vous arrivez, vous êtes, c'est des cliniques privées et en fait, c'est un business. Mais littéralement, je vous donne un exemple qui est réel. Je suis arrivé en 2010 en Chine. J'avais un plomb qui avait pété. J'avais pété un plomb. Bref, en mangeant quelque chose. Et bon, pas dramatique en soi. Hein. Normalement, un plomb, c'est fait, et ça coûte 50 balles, quoi. Je vais à la clinique, on me fait un scanner et autres. On me dit, ah bah tiens, ah non, déjà, il arrive, il me dit, ah, elle est floue, on va en refaire une. Bah, j'en sais rien, moi, est-ce qu'on en refait une? Bah, je sais pas, si t'as besoin d'en refaire une, t'en refais une, c'est toi le spécialiste, moi j'y connais que dalle. Bon, et ça c'est facturé. Tu l'as foiré, tu l'as fait flou, normalement c'est pas à moi payer. Bon bref, et il me sort un devis, donc déjà pour avoir le devis, ça me coûte l'équivalent de 200 euros, rien qu'un devis, hein. Vous allez chez le garagiste, devis, 200 balles. Ok, logique. Pas remboursé. Enfin, si, remboursé par mon assurance, bien entendu. Et ensuite, il me fait un devis où là, j'étais le roi du monde. Il m'avait foutu des couronnes partout, etc. Des pivots, enfin, les gros délires. 17 000 $. Ok, monsieur, donc 17 000 $. Et là, j'ai pété un câble. J'ai payé mon dû, etc. Je suis rentré, c'était à la période de Fukushima. Je suis rentré en France à ce moment-là. Et je suis allé chez mon dentiste de famille. Oh non, monsieur Milo, je vais refaire votre petit plomb. Et ça a dû me coûter, je sais rien, 40 balles, 50 balles, etc. Donc, et depuis, je n'ai absolument, ça fait maintenant 13 ans et demi, je n'ai jamais eu de problème de dents. D'accord, bon, j'ai une bonne hygiène, mais au-delà, en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu le gars arriver, c'est que des étrangers, c'est ce qu'on appelle les Laoai, c'est étrangers, on arrive, on est les cartes bleues. Donc, on est les cartes bleues, on est potentiellement remboursable, donc allez, on se lâche, on y va. Et ça, moi, j'ai des témoignages, j'en ai plein. J'ai eu des témoignages, justement, de médecins, une française, une allemande, qui disaient, non, mais en fait, je suis écœuré de ce système. Mes subordonnés ne m'aiment pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ils sont subventionnés par des groupes pharmaceutiques, etc., qui les poussent, ils ont des primes, s'ils poussent en fait à donner plus de médicaments qu'autre chose. Donc par exemple, la boss du service, enfin c'était une médecin, enfin les deux étaient une française et une médecin, eh bien elle disait même mon équipe de Chinois en fait ils m'aiment pas parce qu'en fait je ne pousse pas assez dans la consommation en fait, parce que je me dis c'est une déontologie qu'elles avaient les deux. J'ai pas envie que les gens prennent plus que ce dont ils n'ont pas besoin, et puis c'est du gâchis, ça sert à rien, mais non, en fait là c'était pour engrosser le système, etc. Donc c'est pas que les lobbies pharmaceutiques, etc. C'est pas le big pharma, etc. Moi quand on se focalise uniquement sur les géants, etc., je vous dis, la corruption et la malhonnêteté, elle est à
toutes les échelles de la société, même comme on dit, enfin les gens lambda comme vous, comme moi, etc. La corruption, je l'ai vue à toutes les échelles dans tous les pays où j'ai pu vivre, et c'est juste ça ronge, ça sclérose. Donc la cupidité, elle n'est pas que du deep state et je sais pas quoi, les gouvernants, etc. Les certains richissimes du CAC 40. Non, 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 elle est aussi à l'échelle de tout le monde. Donc c'est pas, il y a d'un côté les hautes sphères, etc. Bon bref, je pense que vous aurez saisi. Alors. En fait, si vous voulez, par rapport à ça, j'essaie juste en fait de voir le fil conducteur où, dans cette notion de progrès, où je vous dis, si on prend la Révolution française, le premier peuple du monde à se libérer de la mainmise de la dictature, de la royauté. Ensuite, on bascule avec un autre dictateur qui, repoussant les monarchies qui veulent envahir la France, en l'occurrence les Austro-Hongrois, l'Empire d'Autriche, etc., etc. Enfin. Et donc c'est Napoléon, qui est un autre dictateur, on a beau dû le glorifier, etc., etc. Il a fait des choses horribles, les massacres qu'il a fait en Égypte, etc. C'est un dictateur, faut dire les choses, c'est un dictateur. Donc moi je ne suis pas à l'anoblir, loin de là. Oui, il a fait des choses pour la France, mais c'est pas un truc dont je suis fier en tant que Français. Bon bref, petit aparté. Mais bon, il y a ce truc où il traumatise par l'Europe, par excès de zèle, etc. Il repousse, il va par mégalomanie aussi, il va jusqu'en Russie, il se casse les dents là-bas. Et en gros, c'est lui qui a pas fomenté, mais fait en sorte que, eh bien, vous avez eu la première guerre en 1970, c'est un peu les conséquences, c'est pas très loin après lui, c'est 50 ans plus tard, de la frustration de la Prusse et autres. Donc, première guerre entre les Allemands et qui découlera ensuite la Première Guerre mondiale, la Seconde, etc. Mais en fait, avant ça, vous avez aussi la révolution industrielle 1850, la vapeur, ensuite 1870, et ça, en fait, c'est le début du au bonheur des dames, la consommation, tout ce qui est les métiers à tisser en Grande-Bretagne, qui exploitent la mondialisation à travers leurs ressources en Inde, etc., etc. Et en gros, on est parti pour cette espèce de frénésie. Alors, le progrès, ça a été notamment dans l'armement, ce qui est complètement ridicule. La Première Guerre mondiale qui décime l'Europe d'une manière incroyable, d'où les États-Unis en prend le pendant, parce qu'ils arrivent en 1917, très tardivement en guerre, donc en plus c'est pas sur leur sol, donc ils deviennent le premier pays mondial. Et ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, pour lequel c'est juste un massacre sur un plan au niveau des horreurs qui ont été perpétrées. Et puis ensuite, vous avez à partir de la reconstruction, 45-50 c'est la reconstruction, et de 50 à 80, c'est les 30 glorieuses, c'est yalla, on consomme comme des porcs, c'est le début des frigidaires, des machins. En fait, on profite de la vie, de ne pas être en temps de paix, parce que c'est un truc qu'on a très peu connu, et à juste titre, les gens ont juste envie un peu de consommer, d'avoir des moments de loisirs. Moi, j'ai regardé des reportages, notamment qui étaient recoloriés, qui étaient super touchants, avec des témoignages où les gens disaient on était prêts, il y avait une fête foraine, on était prêts à tout, on voulait juste profiter de la vie, juste des manèges, des choses comme ça. Enfin, c'était très touchant, c'était d'une tendresse et d'une innocence en quelque sorte, parce que les gens ont tellement morflé. Alors c'était même pas un confinement, quand vous avez dit rationnement pendant plus de 5 ans. Vous imaginez le truc quand vous êtes confiné chez vous parce qu'il y a des bombes, etc. Enfin, je sais pas, c'est pas tout à fait la même dynamique que ce qu'on a eu au confinement, où le New York Times disait que 2020 était la pire année de l'humanité. Au secours, non, c'était pas la pire année de l'humanité. Et l'humanité a eu bien pire dans l'histoire. Bon, petit aparté. Et en fait, après, vous avez donc après les années 80, 80, 90, c'est les années Thatcher, Reagan. Là, c'est le libéralisme à outrance. On privatise un peu tout. Il y a plus de social, alors un peu plus en France quand même, mais dans le monde entier, anglo-saxon, etc. Et puis après, on arrive en 2021. D'ailleurs, c'est l'unipolarité, un monde unipolaire où il n'y a plus que l'hégémonie américaine, occidentale, libérale, dans la mesure où le communiste s'effondre en 1989, chute du mur de Berlin, l'URSS en 91, et après, il n'y a plus de concurrents en quelque sorte, à part création d'un monstre fictif du fondamentalisme pour faire un monde bipolaire entre le nord et le sud. Oui, si vous n'avez pas de méchants, comment vous faites pour envahir les pays après, n'est-ce pas? À bon entendeur, salut. Ça, c'est pas de la conspiration, c'est des faits réels, c'est historique. L'opération de l'anthrax, l'arme de Saddam Hussein en 2003, au secours, on sait, Tony Blair a reconnu que c'était qu'il avait menti, tout simplement, pour envahir l'Irak. Mais l'Afghanistan, c'est le même délire. La création des Moudjahidines, et qui a donné naissance à Al-Qaïda, c'est une création américaine des années 80 pour faire face à l'URSS. Ce sont des faits historiques, Tout bon historien le sait. Alors, on bascule en 2001 sur un monde
bipolaire, entre guillemets déguisé, mais c'est l'entrée de la Chine, c'est la mondialisation, et pendant 20 ans, on produit comme des porcs, et on se pose pas trop de questions, c'est l'internet, la boule d'internet, où la mondialisation, le monde est devenu un village, sauf que voilà, et après on va dire qu'il y a eu un stop, le virus, sur lequel en gros je pourrais dire c'est le virus de la mondialisation. Je vous invite à lire Coronapocalypse, la levée des voiles quand les masques tombent. Je l'ai téléchargé en 12 heures et écrit quasiment 20 heures par jour pendant 3 jours d'affilée. Il est toujours d'actualité. Il est même prophétique, il est visionnaire à certains égards. Il a été écrit le 20 mars 2020. D'accord ? Vous verrez que ça dépeint pas que cette situation-là, de savoir qui a fait quoi, etc., mais plutôt que c'est la conséquence de tout ça en fait. Comprendre l'histoire, c'est surtout d'éviter de devoir resubir les mêmes erreurs aussi. Hein. Bon bref. Alors est-ce que tout ce monde est réel ? Monde réel et monde virtuel, en fait, comme je vous ai déjà expliqué, je sais plus dans la première vidéo, il me semble, c'était la notion de, en gros, la carte n'est pas le territoire. En fait, le monde réel, c'est-à-dire le monde que vous voyez au quotidien, réel entre guillemets, on a vu aussi que la physique, etc., c'était pas tout à fait la réalité, mais bon bref, peu importe. De nos sens, eh bien, on va dire que le monde réel, c'est le territoire, et le monde virtuel, c'est la carte. D'accord ? C'est une représentation de la réalité. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le monde virtuel a supplanté le monde réel. Alors, est-ce que ça a du sens tout ça ? Alors ça, je vous invite à découvrir, c'est un monsieur qui n'est pas du tout connu, qui s'appelle Jean Baudrillard, qui a été d'ailleurs l'inspirateur de Matrix, dont on parlera dans les prochain volet, dans le prochain sujet. Alors il parlait de désert de réalité. Alors il évoque, mais ça c'est un truc qu'on connaît, hein, on est bombardé d'informations. Actuellement, on est bombardé d'informations et donc du coup, les gens sont paumés, ne savent plus trier. Il y a à boire et à manger, hein, le vrai du faux, hein, ça c'est vrai pour Internet, c'est très difficile de faire un travail d'investigation et de se rapprocher de choses plus objectives. Et je vous dis, quand on est bombardé d'informations, c'est d'où, excusez-moi, hein, par manque d'humilité peut-être, mais oui, c'est pour ça que on m'a poussé au départ et que j'ai réalisé toutes ces séries de vidéos et pourquoi je prends la plume et que j'écris des ouvrages pour essayer à mon humble échelle de rendre accessible, de vulgariser, de démocratiser certaines connaissances en les synthétisant, même si certains se disent oui, tu pourrais faire plus court, oui, je pourrais faire des vidéos de 3 minutes et demie comme le font énormément de gens, ça me prendrait pas de temps et je ne dirais rien comme beaucoup ne disent pas grand chose de nouveau. Bon bref, à bon entendeur, salut. En fait, au-delà, en fait, on est passif. C'est-à-dire qu'on est très souvent géré par des codes, des codes, mais le nombre de codes que vous avez, les cartes bleues, les machins, alors, mon password, machin, mais ça me rend fou. Moi, ça me rend complètement, littéralement fou. Combien de fois j'ai des trucs qui sont bloqués, un compte en banque qui est bloqué, un truc j'ai plus d'accès, mon Facebook, toutes ces conneries-là, vous n'imaginez pas à quel point ça me saoule, ça. Bon, bref, donc. On est géré par des codes, on est géré par des écrans, on est géré par des signes, des symboles, des marques, etc. Et on croit plus à la marque que ça. Je me souviens ça, je vous jure que c'est vrai. C'était à l'époque Mathias Monchicourt, si tu me regardes, c'était un copain de l'époque qui, c'était les gamins, ils étaient à fond dans les marques à l'époque. Moi, j'en avais pas beaucoup. Et je dis, il est bien ton pull. Il est bien ton pull. C'est un quoi? Il vient regarder dans l'étiquette. Et ma mère l'avait acheté à Auchan, donc un grande distribution, c'était un marque de distributeur. Et puis là, il me regarde, du genre, en fait, il est pas si bien. Donc en fait, t'as vu la marque, donc au départ, il est bien, dans l'absolu, dans la réalité, il est bien, il est beau, machin, c'est un torsadé, bref, et du fait qu'il n'y a pas de marque, il n'y a pas le label, donc il est pas beau. Ça aurait été chevignon, j'en sais quoi, ça aurait été canon. Vous voyez un petit peu le monde virtuel, mais déjà à l'époque, hein. C'est pour ça que je suis dans la mode aujourd'hui, c'est pour ça que j'enseigne aussi dans les écoles de mode aussi, et dans la finance, etc., pour aussi essayer de sensibiliser à toutes ces illusions d'optique. D'accord ? Oui, cheval de Troie, hein. On peut aussi soit se mettre en retrait, soit faire partie de la peinture pour mieux essayer de la comprendre ou tout au moins de la réformer. Alors, je veux dire, on est au-delà de la matérialité physique, palpable, tangible, c'est-à-dire aussi, j'en sais rien, le plaisir d'aller, beaucoup de gens préfèrent être juste sur leurs écrans, sur leur Netflix, leurs vidéos, leurs séries et tout. Je le fais, hein, le soir, j'aime bien avoir mon petit moment de regarder des trucs et tout, mes reportages et tout, je kiffe, mais il y en a que c'est exclusif, c'est-à-dire quid de le truc tangible de la réalité, c'est-à-dire je sais pas, aller marcher en forêt, en montagne,
se baigner, je sais pas, dans la mer, dans un lac, jouer à cache-cache ou cabane avec les gamins, respirer une fleur, je sais pas, faire la cuisine, jouer de la musique, faire un massage, faire l'amour, juste bloquer devant un feu de cheminée, et puis regarder la neige, et puis sans se préoccuper du temps, faire du farniente, sans regarder toutes les 10 secondes son putain de portable. Hein. Ça, je vous invite dans détox, faire une détox aussi de portable, le principe du chapat, 24 heures sans technologie, à titre personnel. Je me l'impose tous les dimanches, d'accord? Donc j'essaie de ne pas toucher mon portable. Et les soirs, j'essaie de le toucher le moins possible. Et même quand j'ai des commentaires, des choses, des emails, je ne les regarde pas ou je mets en off, tout simplement. Alors, sommes-nous, est-ce que notre monde est réel? Bah, continuons. Là, il y a une guerre virtuelle déjà qui a commencé avec le Haut-Karabakh, où, en gros, c'est des drones, hein, les drones iraniens, et les guerres du futur vont être de plus en plus comme ça. Les Ukrainiens en ont eu également. Les Turcs en sont des gros producteurs également. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est mieux si c'est des drones qui se butent entre eux. Sauf que les drones butent des civils. Donc ça, c'est un peu moins marrant quand même. Enfin, dans l'absolu, la guerre n'est pas marrante du tout. La guerre n'est pas un art. L'art de la guerre, non. Je m'inscris en faux. Je l'ai toujours dit. Je trouve ça ridicule d'avoir créé une histoire autour de ça. Les conquêtes, les vaillants, etc. Bullshit. Pour moi, c'est vraiment honteux, et ça aussi c'est pas du cancel culture, mais c'est, à mon avis, il faudra repenser aussi tout ça. Quand vous voyez, est-ce que la guerre n'est pas virtuelle, vous avez plein d'images quand vous voyez les catastrophes qu'on a eues en Irak ou autre. Vous voyez des mecs, ils se marrent. Donc c'est des militaires, ils se marrent, ils sont en hélicoptère ou autre, ou dans la base, ils se marrent et ils vont shooter, et vous avez 20 personnes qui meurent comme ça. Et les mecs se marrent, c'est comme s'ils jouaient aux jeux vidéo. Donc là, on se dit, est-ce qu'on est dans un monde réel ou virtuel? En fait, à force de jouer trop aux jeux vidéo, il y en a qui s'extraient de la réalité. Il y en a plein qui se sont engagés, Daesh, et là récemment en Ukraine. Pourquoi? Parce que les mecs sont à fond, complètement déconnectés hors sol dans leurs jeux vidéo, à faire du pam-pam partout, ou des films ultra violents, et les mecs, ils sont allés au front. J'en connais, enfin je connais le fils d'une très bonne amie, d'accord? Sauf qu'il est revenu très vite la queue entre les jambes, parce que quand le premier Français, c'est du réel ce que je vous dis, s'est fait buter, le premier Français s'est fait buter sur place, il s'est quand même rendu compte que c'était pas un jouet, c'est pas game over et on refait un jeu derrière. Hein. La guerre, c'est immonde, d'accord? Donc bon, ça je pense qu'on est tous... Alors, de manière plus légère, le monde virtuel, les plateformes de rencontres, alors, je ne critique pas, je connais beaucoup de gens qui se sont rencontrés comme ça, c'est pas le cas de ma femme, mais beaucoup de gens, et je comprends tout à fait, vous êtes dans une grande ville, vous n'allez pas aller nécessairement dans un bar ou dans un nightclub quand vous avez mon âge, j'en sais rien. Pour rencontrer des chelous, et surtout quand on est une femme, j'imagine, où vous êtes dans le fin fond de la Creuse et autres, c'est quand même plus difficile de rencontrer. Donc je ne critique pas le principe, c'est juste que beaucoup d'applis du genre mystique, ou Tinder surprise, hein, je sais que enfin Kinder surprise. Bref, où en gros c'est du scroll, c'est du zapping quoi, c'est les sushis. Vous savez les trucs qui tournent autour de vous, ah tiens je suis là, ah tiens je suis là, ah là je zappe, j'aime pas, je sais comment ça marche, je l'ai déjà vu faire. Mais et en fait j'ai vu aussi, je me suis intéressé pas mal là-dessus, il y a plein de gens qui ont une forme d'addiction. C'est-à-dire que j'ai eu une connaissance, enfin c'était à Shanghai, c'était le même principe, où j'avais un pote qui, en même temps qu'il faisait un rendez-vous galant, continuait son truc, quoi. Ou quand il va aux chiottes, etc., etc. Et c'est devenu, entre guillemets, un tic. Bon bref, je parle de simulation, bon, on peut aussi dans le sexe, hein, je vous invite à regarder la clé 59 sur le sexe et 60 sur l'amour. Alors, ce truc-là où, on fait des simulations parce que, voilà, que ce soit la femme ou même l'homme. L'homme, quand il est dans une projection de simulation, il pense que la réalité c'est les films de cul, excusez-moi pour être creux, où est faite dans la performance, faut tirer les cheveux, enfin cracher, enfin le truc, voilà, bon, ça peut être un délire pour certains, ok, chacun fait ce qu'il veut, mais quand c'est dans la prouesse, etc., où c'est parce que c'est celui qui a la plus grosse ou machin, c'est le ténor, enfin ça c'est une enfin c'est pas une simulation, c'est une réalité virtuelle de bon nombre d'hommes. Bref, les Instagram pour les vacances. Alors je vais aller à tel endroit en vacances parce que c'est génial pour les spots de photos pour Instagram. Eh bien, il y en a énormément qui sont dans ce cas de figure. Il faut savoir que 30% des jeunes actuellement se disent malheureux à cause d'Instagram. Pourquoi? Parce qu'ils comparent leur vie avec les autres. Oh regarde comment elle est populaire, comment il est super content et tout.
Et vous avez plein de témoignages comme ça, et même des gens de mon âge. Ah putain, vous avez passé des super vacances, vous étiez tous bien, barbecue et tout, ça avait l'air sympa. Oh non, on n'a pas arrêté de s'engueuler, etc. Donc ça, tout ça, c'est ce que c'est réel, point d'interrogation. Le métaverse, donc ça, on y vient progressivement, mais à terme, on va se créer un avatar, c'est-à-dire à votre image. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura des belles déconvenues quand les gens vont commencer à copiner, etc., à tomber amoureux, et on se rend compte, ah bah tiens, c'est marrant, t'es pas trop pareil que l'avatar, quoi. Un peu comme ceux qui vont dans les discothèques et qui sont un peu bourrés et qui manquent beaucoup de lumière et que le lendemain matin, ils découvrent surprise. Bref, en fait, pour être plus sérieux, il y a une forme de substitution de la simulation au réel. Okay, et en gros, la carte est plus importante que le territoire. Alors, je vais vous donner un exemple. Là, je suis en Turquie. Si je vais à la frontière et que j'arrive et j'ai pas de papier, d'accord, j'ai pas de papier, j'ai pas de passeport, j'ai pas de carte d'identité, ils vont me dire vous êtes qui? Je suis Aurélien Mideau. Prouvez-le. Je vous le lis là. Non, mais vous avez un papier pour le prouver. Donc, je monte mon papier est plus important que Aurélien Mideau. Le vrai, quoi, enfin, celui qui est censé représenter. Donc, mon papier, la reconnaissance du papier, est plus légitime que ma bonne foi, ma bonne volonté. Et rien que ça, c'est hyper, marrant ou pathétique en quelque sorte. Bon, ça, je viendrai sur le partage personnel, sur la notion aussi d'identité de papier, avec notamment mon fils, qui n'a toujours pas la nationalité française après bientôt 2 ans, et ça c'est encore une autre histoire, et qui a eu des papiers après plus d'1 an. Bref, à bon entendeur, salut. On en reparlera parce que ça a été rigolo, parce que je l'avais écrit au préalable. Alors, vous savez, mon père est un grand docteur et professeur en intelligence artificielle depuis le début des années 70. Il a travaillé dans tout ce qui est homme-machine. À l'époque, il avait son laboratoire, était directeur d'un laboratoire à Valenciennes, et il était l'un des 5 meilleurs au monde avec les Japonais, les Américains et autres. Et en fait, il travaillait sur la bagnole entre autres, qui se conduisait toute seule. Et en fait, même aujourd'hui, il est effrayé par l'intelligence artificielle. On parlera davantage, on développera davantage dans la prochaine vidéo. Mais disons que oui, il a peur par rapport peut-être au manque d'éthique, dans la mesure où, selon lui, on est plus dans une quête entre guillemets de prouesse, un manque de morale et d'éthique et de cadre en fait, et plus dans la performance pour dire de le faire, et un peu comme si vous aviez des savants fous qui voulaient créer des clones humains. Bon, savoir qu'il y a un pays, je ne citerai pas si je dis l'un des 5 pays au monde, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit, ont déjà réalisé des clones humains. Donc vous pouvez imaginer que vous pouvez créer des armées d'humanoïdes avec des aptitudes physiques, de robustesse, etc., etc. Enfin, on peut aller dans tous les délires d'eugénisme et aussi de dystopie. Alors, encore une fois, l'intelligence sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est comme si vous disiez, notamment pour tout ce qui est technologie, non mais en fait on a créé une voiture, mais il n'y a pas de frein. Donc elle s'arrête quand elle s'arrête. Si vous mourrez, tant pis. Ça vous allez dire, non, c'est pas possible. Si, les algorithmes c'est ça. Et aujourd'hui, regardez Social Dilemma, vous allez voir que tous les créateurs vous disent, on a créé un Frankenstein et on ne sait plus le maîtriser. D'accord? Donc ça c'est inquiétant. Donc quand vous voyez qu'il y a des conséquences réelles, des génocides, des massacres, des pogroms, etc., ou genre des pauvres gamins qui se font défoncer, etc., et après il y a des conséquences réelles, eh bien c'est assez dramatique. Mais bon, on va dire que l'IA, d'une manière globale, pour beaucoup de matérialistes, elle fascine. Je sais pas, il y a une espèce de fascination. On dit l'IA, génial. C'est un peu comme, je sais pas, il y a des professions comme ça, steward, barman, je sais pas. Alors barman à la Tom Cruise, pas forcément Jackie au PMU. Steward, designer, je sais pas, influenceur, ça fait rêver. Non, ça c'est plutôt un clin d'œil où j'avais fait cette parodie, je vous invite vraiment à la regarder, qui s'appelle Message des anges, coaching de vie et de vice. Et justement, il y a un moment, il dit tout le monde va être influenceur maintenant, pompier, astronaute et tout, c'est fini, ça fait plus rêver ça. Non, faut être influenceur, quoi. Et ça, le pire, c'est qu'en fait, vous regardez cette vidéo, elle est remplie de messages subliminaux. C'est un article que j'ai lu. C'est-à-dire que c'était un vrai sondage. C'était pas du pipeau. Donc quand on veut être, j'en sais rien, quand je dis influenceur, c'est genre à Dubaï à essayer de vendre que de la merde et autant au contenu que d'être juste un supermarché. Mais bon, ouais, chacun fait comme il veut et chacun offre et demande. Il y a aussi les gens qui adorent ça. Bref.
Petit aparté. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on va pas parler de télé-réalité parce que c'est le genre de truc qui peut fâcher pas mal. Alors, ou énerver. Alors, va-t-on rentrer dans un monde virtuel? Question. Bah, on va pas y rentrer, on y est déjà. Hein. Quand vous voyez que qui écrit encore des lettres, envoie des cartes postales, bon, vous allez dire ah oui moi, bah c'est très rare, c'est extrêmement rare, quasiment plus personne. On envoie des emails. Qui imprime ses photos? La plupart du temps, on garde ses photos sur notre appareil en numérique, hein, d'accord, et on les regarde jamais d'ailleurs. Bon. De temps en temps, certains les impriment, mais c'est très rare. Alors, le monde virtuel, bah, je sais pas, c'est Internet, les réseaux sociaux, c'est les Instagram, les Facebook, les pages, les likes. Je suis content parce que j'ai plein de likes. Oh, je suis pas content parce que j'ai des dislikes, etc., des mauvais commentaires. Tout ça, c'est virtuel. Le mec a un pseudo, il y a des trolls. Enfin, bon, c'est du pipeau, tout ça. Alors, imaginez-vous, vous repartez il y a 20 ans. Il y a que 20 ans, hein, ou allez, 25 ans. Et vous allez expliquer à votre grand-mère, ou à votre père, ou à votre mère, peu importe, ou à vos amis, que en fait, il va y avoir un nuage numérique, hein, dans lequel les gens vont créer des fiches produits de profil, avec leurs infos. Ils vont mettre des photos, toutes leurs photos, toute leur life, ils vont la claquer, leurs opinions, etc., etc. Et ça va être un serveur commun à tout le monde, et tout le monde va pouvoir, en tant que voyant, accéder quasiment à tout. Et accéder depuis son ordinateur, on va y passer des 3, 4, 5, 10 heures pour certains. Et ça faut savoir que les actions de ces entreprises, donc les GAFAM et autres, vont être plus importantes. Okay, la richesse qu'ils vont générer, ça va être plus importante que certains pays. Est-ce que vous pensez que les gens vont pas penser que vous êtes complètement cinglé? Est-ce que tout ça c'est réel? Point d'interrogation. Alors, réalité et monde, les monnaies virtuelles, est-ce que c'est réel? Les bitcoins, les machins, non. C'est la notion de confiance, que les gens ont confiance ou pas. Est-ce que c'est réel ou pas? Non, dans l'absolu non. Bon, faut savoir quand même que les cryptocurrencies, ça pollue énormément, hein, pour ceux qui... bon. Alors, il faut savoir que la monnaie fiduciaire, ça veut dire palpable physique, elle ne représente que 5 à 7% de la valeur mondiale. Le reste, c'est quoi? Du vent, du numérique, c'est-à-dire ce sont des inscriptions comptables. Quand vous faites un transfert d'argent, l'argent n'est pas transféré, c'est juste une écriture de compte. Bon, faut savoir que en tant que chef d'entreprise, quand je fais un virement, que ce soit un virement je sais pas, c'est un coût fixe, c'est 20 euros, d'accord, que j'envoie 5 euros, un transfert, ou que j'envoie 200 000 euros, eh bien c'est toujours 20 euros. Ok, mais pourquoi? Quelle est la prestation? Rien, il y en a pas. C'est juste, il y a pas un mec qui a fait un boulot derrière, qui a accepté un truc, c'est automatique. Et comment on peut mettre une prestation à travers ça? C'est pour moi illégal vu qu'il n'y a pas de travail derrière. Bon, bref, petit aparté. Ça, c'est encore une bonne joke des banksters. Ok, vous aurez bien compris le jeu de mots. Alors, le principe de l'argent, je vous dis, c'est le fait que les gens ont une confiance en l'argent. Si je prends ce bout de papier, j'écris 50 euros et je vous le donne, vous allez vous marrer. Ok, parce que c'est... Mais si les gens se rendent compte que un billet qui est de 500 euros ou un billet qui est de 50 euros, c'est quasiment la même taille, c'est juste... on y croit. Mais la valeur intrinsèque, c'est un coût de manufacture, c'est un papier, c'est un imprimé, etc., etc. Je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte 0, 0, 1 et c'est le même prix. Donc en fait, c'est une pure illusion. C'est une confiance surréaliste que nous avons. Et heureusement, parce que le jour où ça se casse la gueule, où les gens veulent my money back, comme disait Margaret Thatcher, eh ben ils vont à la banque et les banques sont tenues d'avoir 5% de dépôt. Ça veut dire qu'en fait, l'un des meilleurs élèves, entre guillemets, c'est, sans faire de pub, c'est le Crédit Agricole. En France, c'est 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le monde arrive au Crédit Agricole et dit « je veux mon argent ». Eh bien, seulement 20% pourra être donné. Et c'est le maximum, hein. La plupart du temps, c'est 5%. 5 à 7% également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'argent, il est réel. C'est pour ça qu'en Grèce, quand il y a eu cette crise économique, les gens allaient aux distributeurs et ils étaient rationnés. Ils ne pouvaient pas avoir l'intégralité de leur argent. Et si du jour au lendemain, les gens se réveillent et vont chercher leur argent, eh bien c'est le pire crack financier et tout va s'écrouler. Donc c'est pour ça qu'on est dans un monde qui n'est pas palpable, qui n'est pas tangible, qui n'est pas réel en quelque sorte, rien que par rapport à ça. Alors le système financier, c'est pareil, c'est une énorme joke. Je donne des cours de finance à MBA, hein, d'accord, et j'ai étudié la finance parce que je trouvais ça déjà déplorable, je trouvais ça ridicule quand j'étais adolescent, d'accord. Donc j'ai essayé d'aller comprendre les phénomènes, Mais alors, est-ce que c'est réel? Déjà, le système financier est basé sur une croissance exponentielle. D'ailleurs, une croissance exponentielle. Donc, vous regardez un arbre, est-ce qu'il peut atteindre le ciel? Il y a un moment, la nature se limite, d'accord? Est-ce que vous mangez, vous augmentez vos parts de repas chaque mois, par exemple? Non, sinon vous allez devenir obèse. Est-ce que vous augmentez le nombre de repas par jour?
enfin par mois par exemple, le nombre de repas par jour. Vous mangez 3 fois peut-être ou 2 fois. Certains grignotent 4, j'en sais rien, mais vous n'allez pas faire 5, 6, 10 repas, 20 repas et 40 repas dans quelques années. Sinon vous allez devenir obèse. Donc tout ça, c'est absolument irréel. Donc rien qu'une une croissance exponentielle dans un monde dit sustainable, c'est-à-dire durable, c'est déjà un paradoxe. Ensuite, il est basé surtout une croissance qui est stimulée par la dette. Je t'injecte de la dette, d'accord? Donc, déjà, ça c'est une énorme joke. Il faut juste un chiffre. 300 milliards de dollars, 300 000 milliards de dollars, c'est la dette mondiale. Alors vous allez me dire, oui, par rapport à quoi, ça ne me parle pas. Mais enfin, c'est 350% du PIB. C'est-à-dire que la richesse de tous les pays du monde, c'est 100%. Et la dette, c'est 350%. Donc, en gros, je vous la fais très simple. Vous gagnez 1000 euros, mais chaque mois, vous dépensez 3500 euros. Avec quel argent? Bah, de la dette. Ok, donc votre banquier, il vous refile de la dette. Sauf que votre dette, bah, c'est comme l'ardoise chez Jackie au PMU. Elle augmente, mais avec des taux d'intérêt. Mais alors, on va me dire, bah, ok, mais déjà, comment on rembourse? Et qui rembourse? Eh bien, en fait, c'est très rigolo parce que c'est en potentiel de développement et de croissance. Alors, expliquez ça à votre banquier la prochaine fois que vous voulez faire un emprunt. Ah non, non, mais monsieur, en fait, c'est en potentiel de développement. Alors, ça marche pour un pays, mais pas pour un individu, hein. Sinon, évidemment. Alors, si on va un peu plus loin, ce qui est le plus rigolo, c'est que les pays les plus riches sont les plus endettés. Alors, les premiers, donc c'est les États-Unis, donc la plus grosse valeur de la dette, numéro 1 mondial, et le deuxième, c'est une catastrophe, c'est le Japon, mais qui est le numéro 3, hein, c'est la Chine le deuxième. Mais ça représente 260% de son PIB, c'est énorme, d'accord? Les pays africains sont également très endettés, donc ils sont souvent pauvres, et ils sont également très endettés. Par rapport à qui? Aux Chinois, aux Martiens, enfin, vu que les Chinois sont également énormément endettés, par rapport à qui? En fait, tout le monde se renvoie le truc. Et donc, c'est sur des comptes, c'est que par rapport à des banques centrales, etc. Mais donc, qui va rembourser et comment? Alors, la seule, entre guillemets, entité qui n'est pas trop endettée, c'est Hong Kong, 0,1%. Alors, la France, c'est 113%. Je vais vous dire un chiffre qui va vous effrayer. Chaque individu en France, chaque Français, donc on est 67 millions, un peu plus même, eh bien, nous sommes tous endettés individuellement à hauteur de 45 000 euros. 45 000 euros par an. D'accord? Donc, chaque personne individuellement, si on veut combler cette dette, eh bien, on est obligé de rembourser à hauteur de 45 000 euros. C'est-à-dire que bien en deçà de ce que gagne la moyenne des Français. Alors, il va falloir faire la plonge, hein. Bref, regardons notre système financier. Regardons juste, c'est quoi l'index des bourses, par exemple? Eh bien, le CAC 40, pour la faire assez simple, hein, c'est la vulgarisation, la démocratisation, le CAC 40, c'est 40 entreprises. Donc c'est Total, Énergie, tous ces trucs-là, AXA, etc. C'est les 40 plus grosses sociétés françaises. Et en fonction de leur santé financière, eh bien, c'est comme ça qu'on dit, voilà, hein, la bourse est en hausse ou pas. Et leurs actions, en fait, c'est même pas ce qu'elles produisent réellement, mais c'est quand les gens croient au fait que s'ils revendent leurs actions, c'est-à-dire une part du capital, eh bien, ils vont la revendre plus cher. Et donc ça fait une fluctuation. Mais c'est-à-dire que vous avez une fausse rumeur, et ça existe très souvent avec les traders, eh bien, c'est pas rationnel, mais bon, le cours s'effondre, d'accord? Du jour au lendemain, comme ça. Et ça, c'est juste ultra flippant. En fait, c'est basé, c'est pas du tout réel. Et donc, et je vous dis, par exemple, donc 40 sociétés en France. Le DAX en Allemagne, c'est 30%. Donc 4%, 40 sociétés. Il faut savoir qu'en France, en 2020, pardon, il y avait 4 120 000 sociétés en France. D'accord? Bon, même si le Covid en a viré plein, j'en sais rien. Mais s'il y en a quand même 44 millions. Eh bien, c'est juste, mais c'est que dalle. C'est 0,001% de la totalité. En gros, vous faites un diagnostic. Ah, je fais un check-up de santé et je regarde juste votre cils ou j'en sais rien, une partie de votre œil. Et je dis, vous êtes en bonne santé. J'ai juste regardé ça. J'ai rien regardé d'autre. C'est juste hallucinant. Alors, au-delà, moi je dis souvent, si mon fils me dit je veux être pâtissier, magicien, prestidigitateur, très bien, si ça te fait plaisir. Et à la limite, je pense que c'est moins irréel parce que ça fera du divertissement qu'un trader en finance. Pourquoi? Parce que c'est basé sur du vent. Je vous invite à regarder ce très bon film, Ma part du gâteau, avec Lelouch. C'est absolument ahurissant parce que bon, c'est une fiction, mais c'est quand même bien inspiré de la réalité.
Où le mec, c'est un trader à Londres, c'est un Français, mais un trader à Londres, où en gros, il dit, ah là, regarde, là j'écoute le discours d'Obama, je viens de revendre machin, et il fait, je sais pas combien de milliers ou millions d'euros, juste par rapport à un discours, parce qu'il a revendu des trucs. Et à un moment, il parle à sa femme de ménage, où il est complètement hors sol, déconnecté, et qui est au chômage, et donc elle fait le ménage. Et d'ailleurs, à un moment, elle négocie pour son salaire, il sait même plus, et il passe du simple au double, quoi, le truc hallucinant. Et à un moment, elle lui dit, voilà, elle lui parle de sa société qui a été liquidée, en gros. Et puis il regarde, et puis genre synchronicité, ah ouais, putain, trop fou, du genre on l'a dézingué avec des potes. En gros, ils se sont amusés à faire de la revente, etc. Et ils l'ont liquidé en fait. Et donc c'est à cause de lui. Et le truc, et le mec, il en est content quand il joue. C'est comme s'il jouait à un jeu vidéo, au Monopoly, sauf que reste sur le carreau des centaines de foyers. Alors encore une fois, est-ce que tout ça c'est réel? Malheureusement oui. Je vais vous en donner un autre, c'est BlackRock. Alors BlackRock, faut vraiment connaître ça. Malheureusement, il n'est pas très connu. Alors le fondateur c'est Larry Fink, c'est le premier que Macron a reçu quand il a été à l'Élysée, d'accord? Eh bien, c'est un monsieur dont la société pèse plus que l'Allemagne, l'Espagne et la France réunies. D'accord? Si c'était un pays, ce serait le pays numéro 1. Elle est plus riche que les États-Unis. Alors pourquoi c'est inquiétant? Parce que BlackRock, c'est à la fois un investisseur et c'est un conseiller. Un peu comme Goldman Sachs, mais le pire, c'est qu'ils ont beaucoup de trucs. Et figurez-vous, qu'est-ce qui régit tout ça? De l'intelligence artificielle. Je ne rigole pas. C'est un logiciel qui s'appelle Aladdin et qui compile toutes les informations du monde entier par algorithme, qui les trie, etc. Et en gros, qui arrive plus ou moins à prédire ce qui peut se passer. Et donc forcément, c'est l'histoire de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que il est partie prenante, c'est-à-dire qu'il est conseiller, donc il va conseiller en fonction de ce que dit son logiciel, certes, mais il est aussi investisseur, donc il va aller investir là où sa machine le dit, mais aussi là où il aura conseillé des gens, parce que plus des gens vont aller dans un sens ou dans un autre, et plus ça fait la pluie et le beau temps, et c'est absolument inconcevable qu'un homme comme tel ait autant de pouvoir. Il peut, en un claquement de doigts, entre guillemets, faire en sorte que toute l'économie, si le mec pète un câble, il a juste envie d'être suicidaire et tout dézinguer, il le fait du jour au lendemain. Et tout s'écroule. Et c'est juste incroyable de penser à ça. C'est pire que un empereur à l'époque qui avait le droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Il y a un moment, s'il avait dit allez, décimez-moi toute la population, il y aurait forcément une révolte, etc. C'est un peu comme un mec qui a le pouvoir d'appuyer sur une bombe nucléaire et décimer l'humanité. Du même ordre que Musk, Elon Musk, c'est un mec qui a tellement d'influence que dès lors qu'il dit c'est bien Twitter ou c'est pas bien Twitter, eh bien le cours de la bourse s'effondre, etc. Donc c'est ultra dangereux. Vous imaginez que n'importe quelle société peut aller lui filer un pot de vin et dire vas-y, fais-moi de la pub et puis je te file tant et puis voilà, et puis le cours explose et tout le monde, eux sont contents. Alors il y a des pays, est-ce que c'est réel, des pays qui ont fait faillite. Ah oui, il y a des pays qui ont fait faillite. Et il y en a beaucoup. En l'espace de 1975 et 2006, il y en a 75. Donc le Liban, l'Argentine, l'Islande, le Venezuela, etc. L'Islande est un très bon exemple. J'en parle dans Corne Apocalypse. Pourquoi? Parce que ils étaient endettés à hauteur de 1000%. Et en gros, le peuple s'est révolté et a dit « on ne paiera pas vos conneries ». Et personne n'a remboursé au final. Et c'est pas trop médiatisé parce que forcément, si jamais ça donne des idées à d'autres, eh bien, ce serait pas bon pour le système. Alors, encore une fois, le Covid de sens a permis aussi, alors toujours double tranchant, une prise de conscience de tout ça. On s'est arrêté d'être dans notre roue de hamster, on a commencé à se poser des questions, remettre en question les choses, et en fait il y a eu en quelque sorte une sorte d'apocalypse, de révélation par rapport à ça, mais ça a aussi renforcé la virtualité. Je vous donne des exemples, tous les cours en ligne, moi j'en donne des cours en ligne, c'est-à-dire que sur des plateformes ou des Skillshare, alors n'allez jamais sur Skillshare, je suis dessus, mais n'y allez pas, ce sont des voleurs, je le dis, je suis influenceur, vous voyez, je ne fais jamais ça, mais c'est tellement, ils m'ont fait, mais vous imaginez pas, bloquer mon compte, j'envoie 30 emails, je les appelle, impossible de me répondre. Du jour au lendemain, ils rouvrent mon compte, qui m'ont évidemment arnaqué de tout ce que j'avais fait. Et ensuite, ils rouvrent le truc, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand même, là, vous m'avez arnaqué. 2, faut me donner des explications, parce que si vous me fermez la vanne et vous l'ouvrez, moi, je me casse. Et ils m'ont jamais répondu. Et c'est comme ça, ils bloquent un de vos cours, comme ça, un moment. En général, quand ils disent, voilà, pendant 30 jours ou 60 jours, c'est gratuit, eh bien, faut savoir que il y en a plein qui se sont fait arnaquer, ou en fait, c'est impossible d'arrêter l'abonnement. D'accord? Donc, peut-être ça a été amélioré. Mais bon, bref. C'est encore un truc, je vous dis, si vous pouvez éviter, mais je ne les recommande pas du tout. Voilà.
Au moins le massage est passé. Je suis désolé, je n'aime pas d'habitude, mais c'est plutôt que mettre en garde. J'ai pas envie que les gens se fassent arnaquer. Bref. Alors, allons plus loin. Ouais, dans le télétravail. Je veux dire, moi, je ne suis pas allé pendant 3 ans et demi dans ma société à Shanghai, donc que je gère à distance. Je pilote virtuellement en quelque sorte. Je n'ai jamais rencontré mon general manager depuis que j'ai recruté. Je ne l'ai pas rencontré. Et il y a plein d'employés que j'ai recrutés à distance. Je ne les ai jamais vus. J'ai jamais serré la main. Vous imaginez? Est-ce que c'est réel ça? Ben, point d'interrogation. Mes cours pour les écoles de commerce depuis 3 ans et demi, je n'ai pas mis le pied en amphithéâtre. Et physiquement, je n'ai pas donné de conférence physiquement. Ça a été que en live, online, pardon. Alors, des amis virtuels, on en a tous. Moi, j'en ai. J'ai des gens que je n'ai jamais rencontrés et que je considère comme alors des amis, peut-être pas, mais au moins des copains, quoi, des gens avec qui j'ai une complicité, etc. et que je n'ai jamais rencontrés. J'ai aussi de la virtualité, par exemple, j'ai des amis qui sont, je sais pas, des amis à Shanghai qui sont restés. On se contacte une fois tous les 2 semaines ou tous les un mois et qui sont j'ai pas vu depuis 3 ans et demi mon meilleur pote qui est au Bangladesh désormais, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. Bon bref, donc voilà. Et après donc il y a aussi un extrême. Il y a des gens, en fait, il y a une forme de confort à rester chez soi, faire ses courses en ligne, travailler en ligne, avoir des réseaux sociaux en ligne, donc des amis virtuels, avoir des lunettes virtuelles, etc. Et puis, forcément, on est comme dans Ready Player One, pour lequel, en gros, vous avez une vie complètement hors sol, en quelque sorte. Voilà. Bon, on ira plus loin, on refera une vidéo par rapport à ce sujet, tellement il est vaste. On parlera, bien entendu, d'autres sujets plus profonds, à savoir l'intelligence artificielle, le métavers, ChatGPT, la conscience, la transposition de la conscience sur un serveur, le transhumanisme, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous aidera à façonner le passe-partout de la clé des champs, du cœur, de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut!